Bien, mesdames, messieurs, bonjour après le déjeuner, première session ou deuxième session post-déjeunatoire. Et j'ai le plaisir d'accueillir ici 5 chefs et un producteur, ou 4 chefs plus exactement, et un producteur, pour parler de la responsabilité des chefs dans les tendances, notamment les tendances d'exploitation et de consommation. Et on va parler plus précisément des produits de la mer, mais il est évident que ce sujet s'applique à bon nombre d'autres produits, tels que ceux traités, transformés, servis, proposés par les chefs sur nos tables. Et l'exploitation irraisonnée de ces produits, comme la pêche industrielle, la destruction progressive de la faune marine. On va parler essentiellement de tout ce qui va concerner la faune marine, mais pas uniquement. Mais ces pratiques sont influencées par les modes de consommation, à moins que ça ne soit le contraire. Et là, ça va être un débat intéressant. Le chef a une responsabilité particulière dans la préservation de ces trésors par son rôle on va dire, d'intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs. Alors la question, ça va être comment créer ce cercle vertueux, comment amplifier le message pour qu'il dépasse les tables dans nos restaurants et qu'il atteigne une clientèle qui va jusque dans les foyers. Eh bien, c'est ce que je vous propose de traiter aujourd'hui comme sujet. Alors, nous avons ici Christopher Coutenceau, donc défenseur de la pêche durable, de l'anti-gaspillage, et donc ici à Tel, dans son restaurant 2 étoiles. À côté, nous avons Claude Bossy qui travaille et qui a son restaurant qui a été 2 étoilés Michelin et qui s'installe dans la cuisine de Bibendum au Royaume-Uni, chef donc qui nous vient du Royaume-Uni, français mais du Royaume-Uni. À côté, nous avons Monsieur Gaël Aurieux, donc formé par Paul Bocuse, qui a travaillé à Lucas Carton, avant que son chef Alain Sandrins ne renonce à ses 3 étoiles. Mais excusez du peu, il a également travaillé auprès de Philippe Legendre, Olivier Rollinger, pour ne pas les citer, Yannick Aleno. Il est engagé dans la protection des océans, notamment avec une initiative, Mr. Goodfish, et dont il nous parlera un petit peu plus tard, et qui utilise, on va dire, toutes les influences qui peuvent se manifester pour la pêche durable sous son parrainage. À côté, nous avons un producteur, M. Pascal Migliore, qui travaille, dont la famille travaille depuis 4 générations dans les métiers de la mer, dont 2 générations pour la culture, est-ce qu'on dit comme ça, l'élevage ou la culture de l'huître sur les temps de Thau. Et Pascal propose une offre de plus en plus en face avec, on va dire, ses réflexions, la production raisonnée, et il nous en parlera après. Et à côté, nous avons donc Monsieur Simon Després, qui est directeur général de Kveli, qui est un poissonnier qui fournit de grandes tables et qui pourra nous parler du goût, de la philosophie de son entreprise au niveau de la cuisine et comment est-ce qu'à travers des entreprises comme la sienne, on peut porter un message sur la préservation des produits de la mer. Voilà, après cette séance introductive, je vais vous demander à chacun de parler, on va dire, 1 minute de vous-même, mieux que je n'ai pu le faire dans cette séance introductive, et également de dire quel est votre rapport avec la préservation des produits que vous utilisez, notamment dans vos rapports avec les producteurs. On va commencer par vous, Christopher Coutenceau. Vous avez un micro qui est juste devant vous ici. Merci. Donc bonjour à tous, donc Christopher Coutenceau, donc chef du restaurant Christopher Coutenceau à La Rochelle. Donc cuisine à 100% marine car nous ne travaillons aucune viande au restaurant. Après, bon, notre principe de cuisine, c'est déjà premièrement de revaloriser et surtout de respecter les saisons que nous offre l'océan. Donc petit exemple, on va retirer le bar de la carte à partir de maintenant jusqu'au mois d'avril pour pouvoir le laisser frayer tranquillement. Et puis d'autant plus qu'au niveau gustatif, ce sera un poisson qui n'aura aucun intérêt. Donc un poisson qui va arrêter de se nourrir pendant 2-3 mois parce qu'il se reproduit. Donc pas de graisse, fatigué, fibreux, nerveux au niveau des chairs. Et aussi revaloriser tout ce qui est dans la tête du grand public, poisson dit peu noble, donc comme la sardine, le maquereau. Donc après, tout le tour avec le respect des saisons. Et aussi, on pousse chaque plat jusqu'au boutisme. Donc par exemple, on a un grand plat qui s'appelle la sardine de la tête à la queue, où on utilise la tête de la sardine, l'arête, pour en faire une chips croustillante et qui apporte aussi un goût différent à ce poisson, qui est un poisson merveilleux. Et je pense que voilà, faut respecter les saisons de l'océan, comme ça se passe sur certains produits, hein, comme la coquille Saint-Jacques, comme le thon rouge,
où le stock s'est refait quand même assez considérablement si on le laisse tranquille. Et ne pas manger que du turbo, de la sole et du bar. Et je pense que oui, on a une grande importance en tant que chef de cuisine de parler des saisons, parce que le grand public ne sait pas que la mer a ses saisons, et je pense qu'on devrait l'apprendre aussi aux enfants dès le plus jeune âge, donc dans les écoles. On voit qu'il y a un début de sensibilité qui commence à arriver, on commence à l'expliquer, on commence à en parler un petit peu plus aussi dans les médias, et je pense que ça doit passer par les chefs. On a notre rôle pédagogique, expliquer aux clients pourquoi il n'y a plus de bar à la carte en plein hiver, pourquoi on arrête la langoustine vivante de la cotinière début septembre, parce que c'est la fin de la pêche et elles s'en vont pour se reproduire. Mais par contre, c'est le début de la coquille Saint-Jacques rochelaise et ainsi de suite. Et surtout, travailler à proximité, donc travailler avec nos pêcheurs artisans. Donc tous les matins, on va la crier. Donc avec les familles de pêcheurs, les familles de marailleurs que je connais depuis tout petit. Et ça passe aussi par eux, parce qu'on a tous notre pierre à l'édifice. Je discutais ce matin avec Bloom, avec qui je travaille beaucoup. Ça passe par les chefs, ça passe par les guides, ça passe par les journalistes, ça passe par les professeurs à l'école, par les pêcheurs artisans, par nos marailleurs. Et on en parle beaucoup des saisons des légumes, mais très peu des saisons de la mer aussi. Très très peu. Et je pense que ça peut être un beau sujet, un grand sujet à aborder, et je pense un sujet nécessaire aujourd'hui. D'accord. Merci. Claude Bossy, est-ce qu'on peut aujourd'hui travailler des produits sans en connaître justement les saisons et les caractéristiques à fond? Bien sûr qu'on peut, c'est possible, il y a des gens qui le font, mais comme Christopher vient de l'annoncer, on a quelque chose d'important par rapport à nos clients et par rapport à nos employés, par rapport à mes enfants, par rapport aux gens qui viennent derrière, de continuer cette routine et d'être respectueux avec la nature. Maintenant, moi, j'ai la chance, je suis en centre-ville, donc je n'ai pas la chance d'aller à la criée tous les matins ou des choses comme ça. Mais je travaille avec des fournisseurs avec lesquels je travaille depuis 10-15 ans, et on a ce rapport où ils vont me dire, voilà, oui, aujourd'hui, non, demain. Et après, il faut que les clients les acceptent, bien sûr. Et ça, des fois, c'est difficile, mais c'est à nous de leur expliquer. Et malheureusement, non, on ne l'a pas aujourd'hui. Et pourquoi vous ne l'avez pas? Parce que ce n'est pas la saison, parce que le produit n'était pas prêt, parce que mon pêcheur n'a pas voulu aller ce matin, parce que le temps n'était pas bon. Voilà, c'est tout à fait notre responsabilité. Je crois que c'est une très grosse responsabilité à nous-mêmes d'expliquer cette situation. Et donc, vous êtes à votre carte, quelle est la proportion de produits de la mer? C'est aussi important que chez Christopher Coutenceau? Non, nous, en ce moment, on est en Angleterre, on a beaucoup de produits de la mer, mais on est énormément sur le gibier en ce moment. D'accord. Qui est un produit très affluent en gibier. Donc, je vais dire, mon menu est de 75% de gibier, une viande blanche, un poisson, mais voilà, c'est très restreint en poisson. D'accord, c'est une question de saison aussi. Tout à fait, oui, tout à fait. D'accord. Galerieux, est-ce qu'il n'y a pas un renversement des termes de l'offre qui est en train de s'opérer, où auparavant le chef demandait au producteur ce dont il avait besoin, et qu'aujourd'hui le producteur dit au chef ce qu'il peut lui proposer? Si, il y a un changement grâce à nos fournisseurs aussi. On a beaucoup de circuits directs. Et moi, il y a encore ce matin, j'ai reçu des SMS qui me disaient on a reçu 3 kilos de ça ou ça. Donc en fait, je vais prendre ce que la mer m'amène. Je considère la pêche un peu comme de la cueillette. Pendant des années, quand j'ai fait 15 ans de 3 étoiles Michelin avant de m'installer, je me suis rendu compte que le jour où je me suis installé, c'est pour ça que j'ai un peu changé aussi, j'avais cuisiné en fait 6 espèces de poissons. Et je pense que nous-mêmes, restaurateurs, on avait mis de la pression sur certaines espèces, et qu'à partir de là, on avait créé aussi une pénurie, voilà, de certaines espèces. Et donc, à partir de là, j'ai dit, parce que moi, j'ai un parcours un petit peu particulier, c'est qu'avant d'être cuisinier, je suis un plongeur sous-marin. J'ai commencé dès l'âge de 10 ans, et à 8 ans, j'étais moniteur, et j'étais même parti pour faire une grande carrière de plongeur. Et en fait, j'ai bifurqué vers la cuisine. Mais en fait, ma passion, ça a toujours été les fonds sous-marins. Et c'est vrai que je m'étais toujours rencontré que sous l'eau, il y a des saisons, voilà. On ne plonge pas pareil, on n'a pas les mêmes fonds en été qu'en hiver, il n'y a pas les mêmes espèces de poissons, mais c'est beaucoup plus difficile à voir que dans la nature, voilà, en plein air. Donc j'ai vu aussi les changements qui se profilaient sous l'eau, et des espèces qui commençaient à manquer, d'autres qui devenaient plus abondantes et qu'on avait
pas forcément dans nos assiettes. J'étais même persuadé à un moment qu'il y avait des poissons, je trouvais beaucoup en Bretagne, comme le baliste, que c'était une espèce non comestible, voilà, qu'on ne pouvait pas le manger, comme le taco. Je me suis dit, j'en ai jamais vu dans une assiette. Pour moi, c'était on ne peut pas les manger, alors qu'on peut les manger. Voilà, donc je me suis dit, à partir de là, il faut prendre ce que la mer nous amène. Il y a eu l'évolution aussi des pêcheurs, essayer d'avoir les bons gestes. Voilà, moi, j'achète toujours des poissons de grosse taille, parce que j'estime que c'est des poissons qui ont peut-être servi à la reproduction. Et c'est comme ça que je me suis affilié, j'ai essayé de me renseigner. En fait, il faut aussi beaucoup de curiosité. Le problème des restaurateurs et du consommateur, c'est qu'ils n'ont pas assez de curiosité sur les produits. Quand vous choisissez une bouteille de vin, vous allez choisir un vin d'Alsace, de Bordeaux et tout. Est-ce que vous demandez des fois au restaurateur d'où vient le poisson? Voilà, moi c'est une question que je pose souvent et j'essaie de donner une traçabilité à mes produits, à mes poissons, mes crustacés, tout ce que je peux amener dans l'assiette. D'accord. Eh bien, on va passer maintenant chez les producteurs ou chez ceux qui vont élever ces produits de la mer ou les pêcher. Pascal Miglioré, ça fait 4 générations que votre famille travaille sur le sujet. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur l'évolution des habitudes de consommation ou chez l'évolution des habitudes des restaurateurs auxquels vous avez affaire? Alors, je ne vous demande pas de remonter jusqu'à la 4e génération, mais est-ce qu'il y a eu une évolution justement dans la perception et dans l'approche du produit, tenant compte de sa saisonnalité, comme le disait Christopher Cotenso, ou de ses caractéristiques propres? Je pense comme chacun d'entre nous, on recherche la saisonnalité. Nous, sur notre travail, on travaille uniquement sur l'huître naturelle ou diploïde, ce qui veut dire que l'huître est laiteuse en été, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas consommable. Par contre, on en vend quand même l'été, mais au niveau de notre clientèle, on avertit bien, cette huître est laiteuse. C'est à prendre ou à laisser. Après, au niveau du terme de la saison de l'huître, elle commence à partir après, tout dépend de la climatologie, parce que ça aussi, ça y joue énormément, surtout maintenant. Elle commence grosso modo à partir du fin septembre, début octobre, on pourrait dire, jusqu'à la mi-mai. Et à partir de là, ma clientèle s'adapte à ce qu'elle est. Et ce qui est intéressant, surtout au niveau de l'huître, c'est que c'est un produit qui, selon le climat, a une variation de goût et de saveur qui évolue tout au long de la saison. C'est ça qui est extrêmement intéressant. D'accord, ça s'appelle de l'huître, mais en fonction des mois, par exemple, ou des aléas climatiques, on va avoir une texture ou un goût qui vont être différents. Tout à fait. Et ça, les restaurateurs, ceux qui sont à la recherche quand même d'une certaine constance, peut-être, ils sont prêts à entendre ce message et ils le reçoivent bien? C'est vrai qu'il y a des fois, comme l'année dernière, nous avons eu très peu de pluie. Nous étions sur du Mistral. Nous étions sur un produit qui était assez sauvage et minéral, très prononcé. Ce fut très compliqué, mais le chef a su s'adapter par rapport à la saveur. Et au niveau de l'assaisonnement, il a su rectifier, on pourrait dire, ce défaut, on pourrait dire naturel, pour améliorer ce produit on pourrait dire qu'il avait ce petit défaut, pour le magnifier dans toute sa splendeur. Alors, merci. Simon Després, quand on a une entreprise comme vous, avec des clients qu'on doit servir, est-ce qu'on a intégré le facteur aléa, le facteur risque? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à appeler un restaurateur en lui disant, écoutez, là, je suis désolé, c'est plus la saison de tel poisson, je ne vous en servirai pas. Ou alors, au contraire, là, il y a eu un accident, il se trouve qu'on n'a plus certaines espèces, on va vous en proposer d'autres. Comment est-ce que vous gérez finalement cette glorieuse incertitude? Oui, ça fonctionne. Alors, nous on a une offre qui vient compléter un petit peu cette démarche, qui est celle qu'ont certains chefs, qui est d'aller jusqu'au bout de la chaîne, donc d'aller vraiment chercher le pêcheur, l'éleveur. Nous, aujourd'hui, notre rôle, on considère, c'est justement de servir d'intermédiaire. Le monde de la mer, c'est un monde très compliqué. Voilà, il y a beaucoup d'espèces, beaucoup de saisons, beaucoup de types de pêche, beaucoup de petits opérateurs. Et donc, notre enjeu aujourd'hui en tant que poissonnier, c'est d'être capable de transcrire une partie de cette réalité qui est quelle est la saison. Et elle va évoluer en fonction des produits, en fonction des endroits.
et même en fonction des endroits, en fonction des années, parce qu'on se rend compte qu'une année où il fait chaud, une année où il fait froid, la saison peut changer. Et notre rôle aujourd'hui, nous, c'est justement de devenir un partenaire et d'avoir la confiance du chef. Et c'est une vraie histoire de confiance à un moment, d'être capable de travailler avec eux sur quel type de produit on va travailler à quel moment. Et nous, à notre niveau, on essaye de résoudre une partie de la problématique de la saisonnalité en travaillant sur la conservation. Donc on a énormément travaillé les techniques de conservation, en particulier japonaises. L'objectif étant de dire, une fois qu'on a défini avec les professionnels le bon moment et la bonne technique et le bon endroit, comment est-ce qu'on fait pour figer cette qualité, pour être capable, le reste de l'année, de laisser le produit tranquille? Parce qu'on a la chance ici d'avoir des chefs qui sont très sensibles à cette problématique de la saisonnalité. Tous n'ont pas ni cette capacité ni ce luxe à un moment de pouvoir décider de ce qu'ils veulent mettre en permanence à la carte. Nous, l'idée, c'est vraiment de leur apporter une solution qui leur permette de travailler et de continuer à travailler, mais que ça soit en France, en Angleterre, à Hong Kong et à Singapour, tout en restant dans une démarche de durabilité, puisqu'on va pouvoir prendre le poisson au moment et ensuite le laisser tranquille tout le reste de la saison. Alors, Christopher Cotenso, est-ce qu'on a imaginé déjà au niveau de certains chefs, au lieu d'avoir une carte entre guillemets sèche qui met l'accent sur les recettes en expliquant que c'est tel produit avec tel accompagnement et telle garniture, de mettre par exemple à la fin de la carte un historique sur la description du produit, sur sa saisonnalité, en fait d'avoir ce rôle d'information vis-à-vis du consommateur, à commencer par celui qui vient manger à vos tables. Est-ce que vous avez travaillé ce sujet ou est-ce qu'il faudrait le travailler ? Oui, on le travaille déjà au quotidien, que ce soit midi et soir au restaurant. Mais je me rapproche de Gaël. Vous savez, à La Rochelle, il y a le pertuis d'Antioche, donc qui est entre l'île de Ré et l'île de Léron, et de l'autre côté, entre la Vendée et l'île de Ré, ce qu'on appelle le pertuis breton. Et les deux côtés, donc c'est à 5 minutes de bateau, hein, on a les coquilles Saint-Jacques. Et celle d'Antioche a un goût particulier parce qu'il y a vie dans la roche. Et le pertuis breton, il y a tout ce qui est bouchot, filière à moule, et c'est plus vaseux. On n'a pas la même qualité de produit. Et je pense que la traçabilité et la qualité du produit, c'est nous, restaurateurs et directeurs de salle, parce que les métiers de la salle aussi, il faut les remettre en valeur, parce que c'est quand même nos commerciaux. Nous, on est là pour dénicher les petites pépites de saison qui sont optimum à la dégustation. Mais après, il faut pouvoir l'expliquer, pouvoir le vendre, parce que le client est de plus en plus friand et de plus en plus attentif quand même à ce mode de consommation. Donc oui, aujourd'hui, c'est la Saint-Jacques perdu d'Antioche. Vous verrez, un peu plus coraillé. On vous conseille de manger le corail, parce que beaucoup de gens ne mangent pas le corail de la Saint-Jacques, parce que ce corail-là est comestible et apporte une saveur différente au produit. Et c'est comme le bar de ligne, par exemple. Aujourd'hui, le mot bar, j'ai envie de dire, ça ne veut plus rien dire. Alors, il y a le bar de roche, il y a le bar de sable, il y a le bar de pélagique, il y a le bar de chalut, il y a le bar d'élevage. Mais ça, faut l'expliquer au client. Le bar de roche est un poisson qui a le dos noir, qui est vachement trapu, qui a le nez un peu cassé parce qu'il lève les cailloux, qui se nourrit que de petits crabes, donc qui mange que du crustacé. Et le poisson de sable a le dos jaune, ça va manger les petits poissonnets. Et moi, personnellement, je préfère un bar de roche parce qu'il a un goût d'algue, un goût très, très prononcé, très iodé. En étant pêcheur, et oui, c'est ma passion, alors on va pêcher les poissons sur le spot, on va les saigner à la méthode traditionnelle, vider, rincer à l'eau de mer, jamais pris l'eau du robinet. Et oui, tout ça, il faut l'expliquer aux clients. On conserve vraiment ce côté iodé, ces parfums aromatiques que l'océan peut nous offrir. Et on va jusqu'au boutisme du produit. Et en plus, on le respecte. Et on va le pêcher vraiment sur des tailles. Comme disait Gaël, la maille du bar est de 42. Nous, on va garder 1 ou 2 poissons à partir de 50 parce qu'il s'est reproduit déjà 3-4 fois. Et voilà, je pense que comme la chasse, il y a les fermetures, on respecte. Le sanglier enceinte, on ne le tue pas. Et on bétonne notre planète, mais il y a de plus en plus de cerfs, de sangliers, parce qu'on respecte les saisons, tout simplement. Comment faire, Gaël Orieux, pour qu'un jour, un client arrive à votre table, il regarde la carte et il dit non, je suis désolé, je vais pas manger ce poisson-là parce que finalement, c'est plus la saison. Voir qu'il a été éduqué. Alors, Christopher, vous disiez que c'est le rôle du personnel de salle, effectivement, d'avoir été briefé, puisque c'est votre ambassadeur auprès du client au sein de l'établissement. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'infuser ces notions ? De toute façon, je crois que le consommateur est de plus en plus informé. Il y a plein d'outils à l'heure actuelle pour se renseigner.
Bon, moi, à l'origine, je suis parrain d'une initiative qui s'appelle Mr. Goodfish. Oui, si vous pouvez nous en dire plus. Voilà, alors Mr. Goodfish, en gros, je suis un peu à l'initiative du projet, même si c'est Monsieur Valette qui a mis tout ça en place. C'était, en gros, si on écarte les bras et qu'on se trouve à Marseille, à La Rochelle, à Brest et tout, c'est essayer de nous donner une cartographie des poissons les plus abondants sur une zone. Donc on essaie de définir entre la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée. Et on a même réussi maintenant à faire le tour de l'Espagne et l'Italie. C'est essayer de nous définir quels étaient les poissons les plus abondants. Donc ça nous donne la saisonnalité du poisson, l'abondance et une taille. En gros, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, les clients peuvent aller voir, même quand ils achètent sur un étalage, le particulier, la liste, et ils essaient de trouver voilà, les poissons qui correspondent le plus à la saison. Mais à la fois, c'est pas figé qu'à ça. Moi, j'essaie de respecter cette liste, mais à la fois, si j'ai un pêcheur côtier qui m'amène un poisson de ligne, je sais qu'il est bien pêché sur la région de Saint-Jean-de-Luz ou Brest et tout, j'ai aucun souci. Mais c'est vrai qu'il y a une information. Le client est de plus en plus informé et de plus en plus sensible aux démarches. Moi, je sais que j'ai beaucoup de clients qui viennent chez moi pour justement essayer de trouver des poissons qui ne vont pas manger forcément au truc. Alors moi, j'ai une petite technique. Je n'ai pas que du poisson. Moi, j'ai 4 ou 5 viandes à la carte et j'ai que 2 poissons. Mais en fait, une fois, ils peuvent avoir que du turbo ou du bar, mais le lendemain, ils peuvent avoir que du chinchard ou du grondin. Voilà. D'accord, c'est la technique. C'est une technique. En fait, ils savent que je change. Et souvent, ils vont se dire, ah ben, je ne connais pas un des poissons. Et en final, ils sont contents quand ils sortent. Et en plus, je suis très content. C'est que souvent, des fois, ils vont le retrouver sur l'étalage du poissonnier, ils l'auraient peut-être pas acheté avant et ils vont le consommer après. Donc c'est aussi, on a un rôle très important, nos restaurateurs, c'est d'expliquer aux gens comment manger du poisson, des espèces qu'ils connaissent pas forcément. Mais maintenant, les poissonniers aussi diversifient de plus en plus leurs étalages pour une question de budget aussi, parce que le poisson a un coût et certaines espèces sont un petit peu moins chères. Donc du coup, les gens les auraient peut-être pas achetés avant et vont les acheter maintenant. Voilà. Donc ça diversifie aussi le nombre d'espèces de poissons qu'on peut consommer. Claude Bossy, est-ce que vous notez la même tendance en fait en Angleterre? Quand je suis arrivé en Angleterre il y a 20 ans de ça, les gens s'en foutaient. Enfin, s'en foutaient, non, c'est un gros mot. Les gens avaient moins d'intérêt sur la provenance. C'était vraiment la mentalité, on mange parce qu'on a besoin de manger pour vivre. Dans les 10 dernières années, les gens veulent savoir d'où ça vient, comment ça a été pêché, qui c'est qui l'a récolté, où c'est que ça a été abattu. C'est très, très important. C'est devenu, maintenant, on est obligé, mon restaurant manager, mon front of house est obligé de le savoir. C'est une grosse partie de notre donnée à la restauration. Et la transmission d'informations se fait comment? Ça se fait oralement, lorsque les gens présentent les menus, les cartes, en expliquant? Ou alors est-ce que vous avez des petites notes, parfois explicatives, ou des petites choses un peu ludiques qui entraînent les gens à en savoir davantage sur les produits? Donc tout ce qui est le bar à huîtres au rez-de-chaussée, nous, on demande à notre fournisseur de nous donner toutes les indications sur la production des huîtres, où c'est que ça vient, toutes les informations possibles pour la salle. Et au restaurant gastronomique, c'est plus sur le testing, les provenances par rapport à notre fournisseur. D'accord, eh bien ça fait une transition toute trouvée pour Pascal Miglioré. Comment faites-vous pour informer vos clients, finalement, les restaurateurs, sur la nature, la qualité des produits? Ça se fait oralement? Vous faites des petits flyers? Vous utilisez les médias sociaux pour dire attention, cette année, à cause du climat, les huîtres, elles vont être plutôt laiteuses, Comment vous faites pour faire passer cette information sur la nature de votre produit? Oui, bon, les réseaux sociaux sont toujours là pour. En fait, c'est un moyen moderne de pouvoir communiquer sur le travail que l'on fait, mais le côté, on pourrait dire, artisanal, ce que je suis, c'est de faire oralement, soit en direct ou par téléphone, leur expliquer qu'est-ce qui se passe pas, un peu la vie de l'huître, surtout quand il approche la saison, à partir du mois de septembre. Ma clientèle m'appelle pour savoir quelle va être la tendance, comment est le produit, quelle est son évolution. Et puis à partir de là, je commence à leur expliquer vers quelle période. Bon, bien sûr, de temps en temps, à 15 jours près, il y a un petit retard, ce qui est, d'une certaine façon, donne un peu le charme de la profession. Et ensuite, voilà. Vraiment encore... Donc essentiellement oralement encore, oui, voilà. Lorsque vous avez les contacts avec les cuisiniers, les restaurateurs auxquels vous vendez vos produits. Rien ne vaudra le contact direct. C'est ça.
mais parfois c'est difficile quand Oui. vous avez nombre de clients, comme je suppose que c'est le cas pour Simon Després. Alors on va dire cette éco-responsabilité, puisque toute entreprise aujourd'hui est de plus en plus citoyenne, comment est-ce que vous la vivez et comment est-ce que vous l'infusez à vos clients? Nous, on a créé Coeli autour de cette démarche. C'est-à-dire, historiquement, on vient de la production. On fait partie d'un groupe qui vient de la pêche et de l'aquaculture. Alors à l'époque, on appelait pas ça bio et les labels n'existaient pas. Mais notre démarche aujourd'hui, c'est justement celle d'aller le plus en direct possible vers le chef et le plus en direct possible vers le pêcheur. Parce qu'il y a aussi une boucle de retour. C'est-à-dire que le chef se retrouve, j'allais dire, au carrefour de plein de choses. On lui demande d'être un porte-parole des producteurs, d'être un porte-parole des consommateurs. Il est porte-parole de beaucoup de choses, mais c'est vrai que nous, on travaille aussi énormément sur le pêcheur. Le meilleur moyen de motiver un producteur, de faire des belles choses, c'est un moment de lui faire ce retour. Alors, soit il l'a directement par ses clients, soit nous, dans notre cas, où on fait quand même beaucoup de produits sur de l'export aussi, on est là pour expliquer aux producteurs où vont ces produits, ce qu'ils deviennent, et la nécessité pour lui à un moment de rester dans des standards de qualité, parce que c'est ça aujourd'hui ce qu'attendent les clients. Et comment est-ce que vous le faites, cette explication? Vous la convoyez à travers quels moyens? Nous, on a beaucoup utilisé le levier d'une marque, voilà, mais qui est plus une ombrelle au-dessus de ça. Après, du terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, et on reste dans un métier où les gens se parlent. Voilà. Il n'y a pas de contrat entre nous. C'est une forme de confiance. Et ça s'acquiert avec le temps, avec de l'énergie, avec beaucoup d'explications, de désaccords aussi, parce qu'on n'est pas toujours aligné sur tout. Mais à un moment, c'est un vrai fonctionnement entre des producteurs qui ont leurs problématiques, leurs réalités, des chefs qui ont les leurs aussi. Et nous, au milieu, on essaye de faire ce passeur d'informations avec une démarche et qui, depuis le début pour nous, est celle de dire à un moment, on doit faire évoluer la façon dont on appréhende le produit de la mer. Et j'insiste vraiment sur la complexité du produit de la mer, parce que sinon, oui, on sait très bien que dans 10, 20, 30 ans, il n'y en aura plus de poissons. Donc il n'y aura plus de sujet. Mais d'ici là, quels sont les leviers qu'on met en place au niveau des chefs, au niveau des pêcheurs, au niveau des intermédiaires comme nous, voilà, parce que nous, on est vraiment là pour faire ce lien, pour être capable de promettre et de garantir au chef à un moment qu'il puisse toujours avoir accès à la qualité qu'il veut, et aux producteurs de continuer aussi à en vivre et à avoir toujours un métier pour les générations futures. Alors je pense qu'on a atteint ce consensus autour de cette table dans l'idée qu'à la fois les producteurs et les chefs doivent s'accorder pour pouvoir à la fois préserver les espèces, respecter les temps de pêche, les saisonnalités, la nature même des espèces qui sont pêchées et servies. Là, on a la chance d'avoir un panel de chefs avec, on va dire, éco-responsables. Il y a plusieurs centaines de milliers de points de restauration en Europe. Comment faire pour que cette conscience s'infuse parmi tous vos collègues qui ont parfois des enjeux économiques ou des nécessités qui sont différents? Est-ce qu'on a un point de réflexion à ce niveau-là, Christopher? Après, vous savez, un point de réflexion, on essaye de toucher le plus grand nombre. Hein. Déjà, nos clients et puis les plus jeunes, hein, nos enfants. Et c'est vrai qu'on travaille aussi au quotidien. Donc moi, je travaille énormément avec l'association Bloom, hein, en l'occurrence, pour essayer de faire bloquer la pêche électrique, parce qu'on parle du sourcing, vraiment, de trouver le produit de saison. Mais il y a aussi la méthode de pêche et démocratiser tous ces produits marins. Donc on parle du chinchard, mais il y a la vieille, la vive. Aujourd'hui, est-ce qu'on en trouve dans les restaurants? Non. Nous, on le fait parce que déjà, c'est des poissons au niveau gustatif qui sont extraordinaires. Et donc, oui, on travaille main dans la main avec Bloom pour faire signer 300 chefs dans le monde entier, pour sensibiliser, bien sûr relayer par tout ce qui est médias, journalistes. Et puis petit à petit, on voit que ça commence gentiment à porter ses fruits. Il y a encore un travail énorme, hein, il n'y a rien de gagné, mais on continue à notre niveau, hein, bien sûr, hein, parce que après, faut s'adresser au côté européen, hein, ce que fait Bloom. C'est vraiment un combat et des heures passées. Et voilà, c'est grâce à eux aussi. Donc je pense que tous, main dans la main, on peut réussir à faire quelque chose. Hein. Donc cuisiniers, restaurateurs, grand public, associations, les guides gastronomiques aussi ont leur rôle. Hein.
que ce soit le guide Michelin, le Goemio, et de prêcher la bonne parole et de montrer l'exemple surtout. Galorieux, est-ce que vous êtes satisfait du rôle des médias dans la promotion de votre initiative, Oui, Mr. Goodfish? Moi, je suis assez satisfait parce que ça a été bien. Moi, je sais qu'à une époque, je me suis battu vraiment quand cette démarche m'est venue. Elle était dès 2008-2010 où on commençait à parler du manque du thon rouge, du cabillaud, un tas de vraies fausses informations. Alors, les informations n'étaient pas toujours bonnes en fait à une époque. Mais moi, on venait déjà me voir en disant que je m'intéressais aux poissons, en me disant mais alors tu mets plus de thon rouge, tu mets plus de trucs. J'ai dit non, moi, je m'en fiche, ça j'en mets plus. Je veux vous dire ce que je vais mettre maintenant, ce qui est de l'avenir dans nos assiettes. Voilà. Et donc du coup, ça a été, les médias au début avaient du mal, ils revenaient toujours à l'assaut sur le thon, le truc. Non, c'était maintenant on va parler des nouvelles espèces, des espèces retrouvées qui existaient déjà, mais qu'est-ce qu'on allait pouvoir consommer dans le futur. Et moi, j'ai la chance d'avoir mon restaurant juste en face d'Alain Passard. Et quand il a vu que je commençais une démarche sur le poisson, il s'est dit, bah, tu vois, il me dit, tu as un long parcours à faire, parce qu'il me dit, moi, c'est les légumes. Et il me dit, il a fallu 20-25 ans pour que les gens commencent à comprendre. Donc je pense qu'on est qu'au début. Voilà, c'est des phases. Il y a eu la vache folle, il y a eu plein de problématiques. Il y a eu le légume, les gens ont commencé à prendre conscience. Voilà, le poisson est arrivé un peu tardivement, mais je pense qu'avec l'effort de tout le monde et la force de la presse, des médias, voilà, de montrer. Et les nouvelles générations qui arrivent, je trouve que les jeunes sont beaucoup plus responsables, sensibles, voilà, aux démarches responsables, voilà, on va dire écologiques. Et donc du coup, je pense qu'avec tout ça, on a tout un rouleau compresseur qui va aller dans le bon sens, je pense, dans les années à venir. Claude Bossy, est-ce que vous travaillez en Angleterre, par exemple, avec des écoles, des collèges, en faisant venir bon, je sais qu'en ce qui vous concerne, le poisson, en ce moment, c'est pas le produit phare, mais pour leur donner un petit peu cette notion, au-delà de la consommation pure, cette notion de connaître ce qu'ils consomment. Est-ce que ça se passe comme ça en Angleterre, ça? Donc oui, on a différentes associations. On en a une en ce moment, ça fait un petit moment qu'elle existe, mais je viens juste de l'atterrir, ça s'appelle Royal Academy of Art. Et notre boulot, en tant que cuisinier, c'est d'aller dans les écoles et de faire voir aux jeunes que la cuisine, c'est pas juste la télévision, c'est pas juste être dans les magazines, parce que la cuisine, notre boulot en tant que cuisinier. Et faire découvrir des produits, faire comprendre les produits. Et ça, je commence juste. C'est vraiment quelque chose que j'ai commencé l'année dernière. Et vous allez dans les écoles où les gamins ont 12, 13 ans. Et vous voyez les yeux s'ouvrir. Ils ont l'habitude de manger des poissons carrés avec les yeux dans les coins. Ils disent, je ne savais pas qu'un poisson avait une tête. Vous voyez, c'est ce niveau-là. Mais c'est très intéressant. Et c'est notre message à donner à ces jeunes-là qui vont après comprendre qu'il faut qu'ils achètent autre chose. Simon Després, est-ce que vous travaillez avec les écoles de cuisine, par exemple, pour que dans la pédagogie culinaire, on ne considère pas seulement le produit comme une matière première, mais comme avant une espèce vivante qui a sa vie, qui a ses règles, qui a ses logiques et qui a ses saisons? Beaucoup et de plus en plus. Je rejoins complètement aujourd'hui. Enfin, nous, on est une très jeune structure, mais les jeunes, je parle de. Alors, l'avantage dans le milieu de la cuisine, c'est que à 18-20 ans, on est déjà expérimenté. Mais moi, je suis très impressionné du niveau et du niveau d'attente et de recherche qu'ont les jeunes chefs. Voilà, on travaille avec des écoles parisiennes ou internationales. Il y a une vraie volonté de comprendre, d'aller au bout des choses, d'où ça vient, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça mange, est-ce que je peux pas. Beaucoup d'innovation, parce que nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, j'insiste, sur cette innovation autour du poisson, qui est un produit complètement incroyable, mais qui a ses spécificités voilà, de disponibilité, d'hyper fragilité, parce que ça fait partie des produits très hautement périssables. Donc à un moment, un poisson, quand je lui fais faire 1 jour, 2 jours, 3 jours de camion, est-ce que c'est du poisson frais? Est-ce qu'il est plus frais? Il rentre dans quelle case, etc. Et puis après, les ouvrir aussi sur la suite, parce que on parle ici beaucoup de produits sauvages, et c'est une réalité. L'aquaculture dans nos métiers est une vraie solution, et il faut qu'on trouve des moyens de faire une aquaculture qui soit responsable. Parce qu'aujourd'hui, donner à manger du poisson à des poissons, où est la limite du modèle? Donc il y a des choses qui évoluent, et le chef, je reviens sur un moment ce niveau d'avance qu'il a, par sa curiosité, mais aussi par son rôle, par rapport au grand public qui, on le sait, met toujours quelques années de plus à appréhender ce que le chef a déjà vu. Donc c'est vrai que nous, quand on travaille aujourd'hui avec les chefs,
on voit très bien les tendances. Alors elles vont encore prendre 2, 3, 5 ans, je ne sais pas. Mais le coup est parti. Maintenant, à nous ensemble de l'aiguiller dans le bon endroit. D'après ce que j'entends, en fait, il y a une responsabilité qui est verticale, puisqu'elle part du producteur qui informe le chef, qui informe le consommateur. Mais d'après ce que j'ai entendu aussi, il y a une conscience du consommateur qui fait qu'il va s'informer lui-même par d'autres canaux et qui va revenir, qui va faire des retours vers les chefs et qui vont arriver chez les producteurs. Est-ce que vous avez cette impression-là, Pascal Miglioré, au niveau des retours, on va dire, dans l'autre sens, en fait? C'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, un simple consommateur peut, on pourrait dire, savoir d'où vient le produit, comment il est fait, la région et tout ça. C'est vrai que ça a mené un plus. C'est un canal de médias qui amène un plus. Parce que des fois, le média traditionnel peut avoir un discours, façon de parler, assez formaté. Et des fois, des réseaux sociaux et des journalistes indépendants arrivent à aller à l'essentiel de faire connaître le produit pour que le consommateur puisse le savoir. D'accord. Alors, Christopher Coutenceau, dans un monde parfait, quel serait votre souhait pour pouvoir encore mieux et plus infuser cette philosophie à la fois à vos clients et plus tard dans les familles, pour qu'elle arrive jusque sur la table des foyers par votre rôle d'influenceur? Non, je pense que le monde parfait, on a certains exemples sous les yeux. Hein. Je parlais de la chasse tout à l'heure. Aujourd'hui, ça fait partie quand même d'un monde parfait. Hein. C'est comme les légumes. Arrêtez de trouver de la tomate au mois de décembre, arrêtez de trouver dans les magasins de la courgette toute l'année. Parce qu'aujourd'hui, on vous bande les yeux, on vous met dans une grande surface. Quiconque est capable de dire quelle saison on est, totalement impossible. Et au niveau marin, retrouver les saisons, les faire apprendre. On mange de la Saint-Jacques quand c'est la saison de la Saint-Jacques. On va manger du thon rouge parce que les stocks se portent bien et on le voit chez nous. On le pêche maintenant à La Rochelle et il y a des bêtes jusqu'à 300-400 kilos. Et il y a des quotas, il y a les saisons et retrouver tout ça tout simplement. On fait du vin quand le raisin est mûr, on mange de la truffe noire quand elle est prête à être ramassée. Travailler simplement. Et en plus, je trouve que d'être privé pendant plusieurs mois d'un produit, quand il revient sur les tables, on s'en fait une joie, on se régale. Travailler la moule à partir du mois de juillet jusqu'à fin septembre. Pour faire un grand plat, vous savez, il faut des bons produits. Hein. On met toujours les chefs en avant, mais bon, si le produit il n'est pas optimum, on ne mettra pas un coup de baguette magique pour faire une assiette digne de ce nom. Claude Bossy, est-ce que vous connaissez personnellement, on va dire, certains des producteurs, ou alors est-ce que vous êtes surtout dans une logique d'intermédiaire parce que justement vous êtes en centre-ville, vous n'avez pas nécessairement le contact direct avec la production? Non, j'ai commencé avant d'être à Londres, j'étais à la campagne anglaise, donc j'ai eu la chance de faire de la connaissance avec des petits producteurs. Et on est restés très amis, je travaille encore avec eux et c'est confiance que je leur donne par rapport à choisir ce que je vais recevoir. Et au niveau de la mer, c'est pareil, j'ai un petit pêcheur dans le Cormeau qui va me donner ce qu'il a, c'est pas moi qui décide. Je disais hier, j'ai un menu à la carte, mais la protéine n'est pas fixe. On peut changer d'un poisson à un autre, c'est une recette, c'est notre boulot d'adapter. Donc la beauté de travailler comme ça, c'est qu'on a un fournisseur, il va me dire voilà, j'ai ça aujourd'hui, super. Je mets ce plat avec, j'ai un autre plat demain. Et cette relation, il va pas m'expliquer comment le cuire et je vais pas lui expliquer comment le pêcher ou comment me le vendre. Et chacun a son boulot et c'est très important de respecter ça. D'accord. Gaël Aurieux, qu'est-ce qu'un bon producteur pour vous? Un producteur qui nous donne les bonnes informations, tout simplement, voilà, avec qui on a un vrai dialogue. Moi, j'ai poussé la chose très loin un moment sur le poisson. J'avais des pêcheurs de l'île Vierge, un petit pêcheur, un petit bateau. Et avant de partir, je lui ai dit, il faut que tu me sélectionnes 2 ou 3 bobards quand c'était la saison, ou 2 ou 3 lieux jaunes. Et je lui ai dit, par contre, je te demande qu'un truc, je te les achète seulement si tu me donnes le point GPS de l'endroit où tu les as pêchés. Donc quand il pêchait un bar, il tapait sur son GPS, il me notait les points et je les indiquais sur la carte. Et les gens disaient, c'est quoi ces informations? C'est le point GPS des poissons où ils ont été pêchés. Vous avez le point exact, voilà, pour avoir une traçabilité. C'était un petit jeu, mais voilà, c'était un jeu qu'on avait mis en place avec mon pêcheur.
Voilà, c'est des choses, mais ça interpelle les gens en disant tiens, il y a un restaurateur engagé qui sait d'où viennent ses produits, je sais le nom du bateau, je sais le nom du pêcheur, on sait le nom de sa femme, on sait le nom de tous les gens qui vont nous l'amener. L'important, c'est d'avoir un vrai contact et de faire vivre aussi tous ces gens, ces petits producteurs, parce qu'ils sont importants, voilà, et aussi toute la filière, mais voilà, tout ce qu'on peut avoir. Une idée pour la chasse, Claude Bossy? Vous demandez à vos chasseurs de cliquer sur leur GPS quand ils... Je vais essayer, je vais voir ce qu'ils vont me dire. D'accord. Simon Després, j'ai une question un peu particulière, un peu technique sur le poulpe. Le poulpe, parce que le poulpe, on en trouve beaucoup dans les assiettes ici en Méditerranée. Le poulpe, c'est... alors maintenant, vous allez me corriger si je me trompe, parce que je ne suis pas un grand spécialiste, mais je pense qu'il ne se reproduit qu'à l'état sauvage. On avait beaucoup de mal à faire se reproduire le poulpe en captivité. Or, il est consommé énormément, de plus en plus, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un danger de voir une raréfaction d'espèces parce que justement, on le met à la carte, on vous en demande, et que comme c'est un poisson qui ne se... Enfin, un poisson, comme c'est un je ne sais pas comment on dit, un fruit de mer, quelque chose. Comment on appelle le poulpe d'ailleurs? Un céphalopode. Un céphalopode, voilà, parfait, voilà. Comme c'est un céphalopode qui ne se reproduit qu'à l'état sauvage, est-ce qu'il y a une problématique du poulpe? Vous avez entendu parler de ça ou pas? Alors, c'est une bonne question. C'est juste une question qu'on m'a posée dans l'assistance. Alors, on ne fait pas beaucoup de poulpe, mais on revient un peu sur ces notions d'engins de pêche, dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé ici, qui sont là. Aujourd'hui, on est déjà en train de parler d'un niveau de qualité dans la pêche, de petits bateaux, même sur du filayeur, donc de la pêche au filet. Vous êtes sur un bateau qui va faire 12-13 mètres. Voilà, vous avez une petite pêche, vous avez 2 personnes à bord, vous allez ramener 10, 20, 30 kilos de poissons. Nous, on travaille avec des ligneurs qui vont mettre 400 hameçons pour récupérer 2 barres. Donc, on est dans de la pêche artisanale. La pêche dont on parle moins et qui représente 99% des volumes, c'est de la pêche industrielle, donc des énormes bateaux qui pêchent des quantités astronomiques de produits, que ce soit d'ailleurs du poulpe, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de tri. Donc on emmène tout et ensuite on trie et on garde un peu ce qu'on veut et ce qu'on jette. Nous, on est déjà, j'allais dire, autour de cette table sur un niveau de compréhension et d'appréhension de la pêche qui est très élevé. Quand nous, on travaille par exemple sur des langoustines, etc., une langoustine de casier, il y a un bateau va vous ramener 10 kilos, là où un chalutier va vous faire 20 tonnes. Et c'est ça les ordres de grandeur. Les histoires de pêche électrique sur la sole, enfin, aujourd'hui, c'est là où on est déjà entre gens qui ont, à mon avis, un niveau de compréhension très élevé. Nous, on essaye à notre niveau de diffuser un peu ça avec une approche un peu complémentaire sur la conservation et sur dire il faut respecter les saisons, mais il y a aussi des marchés qui demandent des produits. Et alors, on pourra challenger la démarche, mais nous, on est plutôt en train de dire si vous devez faire de la sole toute l'année, voilà, parce qu'il y a aussi des gens qui nous disent moi, j'ai pas le choix. Je suis dans un palace, j'ai 5 étoiles. Si j'ai pas une sole à la carte, je suis foutu. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais livrer de la sole fraîche toute l'année, même quand il faut absolument pas le faire? Ou est-ce qu'on apporte une alternative à ces gens-là en leur disant nous, on prend la sole au bon moment, on travaille avec des pêcheurs et ensuite, on va être capable de fournir toute l'année cette sole et on va la laisser tranquille, la sole, après. Mais après, pour revenir sur le poulpe, c'est la même chose. Entre un poulpe qui est pêché au pot, donc 1 à 1, et un poulpe de chalut, vous allez avoir des facteurs 10, 20, 100, 1000 dans les quantités et dans la qualité. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui de cette pêche, c'est qu'elle va partir de tout petit pêcheur indépendant qui prend 2 poissons jusqu'à des entreprises multinationales gigantesques et qui sont, elles, aujourd'hui, qui en réalité font les quotas, font les problèmes de surpêche et nous positionnent aussi parfois dans un message qui est pas simple à comprendre pour le consommateur sur la pêche. Parce qu'il y a des moments où on lui dit il faut manger du poisson, mais là il ne faut plus en manger, mais là il y en a, mais là il n'y en a plus. Enfin, tout le monde est un peu perdu là-dedans. Et c'est là où on revient à un moment pour nous, en tout cas, sur nous, très humblement, on se positionne justement en aide au chef, avec un niveau de confiance qui est un moment de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour essayer d'expliquer aux consommateurs ce qu'il peut, ne peut pas, devrait et ne devrait pas. Voilà. D'accord. On va arriver au mot de conclusion. Christopher, je vais demander à chacun d'entre vous de donner une conclusion, mais une conclusion sous forme d'action à venir. S'il y avait une action à faire,
laquelle serait-elle? Et comme ça, on va avoir au moins 5 actions concrètes qu'on va pouvoir transformer et relayer avec les médias. Christopher Coutenceau. Écoutez, action concrète, on continue à La Rochelle, nous, à respecter les saisons. Après, vous savez, hein, vous venez dans un 2 macarons Michelin chez un gars de La Rochelle, c'est pour manger Rochelet. Le client il me demande de la sole quand c'est pas la saison. Bah, écoutez, il n'y a pas de sole. Après, s'il veut manger d'autres poissons, il s'assoit. Autrement, il ira manger chez un confrère qui fera de la sole, qui sera nerveuse, qui sera bourré d'œufs et qui sera, je vais être vulgaire, mais imbouffable. Et au moins, on peut se regarder dans le miroir, voir notre droiture et surtout respecter notre clientèle pour lui donner le meilleur et pour l'éduquer en même temps. Et en tout cas, mon cas personnel, continuer à me battre avec Bloom contre cette pêche électrique et certaines grandes méthodes de pêche qui sont dévastatrices, hein, comme la pêche sur frayère, comme plein de choses. Et respecter nos artisans et se battre pour sauver l'artisanat de nos régions. Et non seulement le sauver, mais l'amplifier aussi. Il faudrait plein de Pascal Miglioré alors. Alors, Claude Bossy. Moi, ça serait pour mettre une loi contre les supermarchés. Et à mon avis, c'est là que ça commence, c'est que les gens de tous les jours vont faire les magasins au supermarché et apprendre au supermarché ce qui peut le vendre et ce qui ne peut pas le vendre. Voilà, ça s'arrête là. Après, de là, ça bouge et ils ont déjà la connaissance. D'accord, donc ça, là, on est au niveau de la grande distribution, d'un aspect éducatif et un peu coercitif. Oui, tout à fait, oui, parce qu'à la fin, on est une niche de restaurant. Mais il y a les gens de tous les jours qui vont faire leurs courses au magasin, au supermarché. Et à mon avis, ça commence par ça. Et après, ils auront déjà l'éducation à la maison. D'accord. Gaël Orieux ? C'est moi plus de curiosité, voilà, pour le consommateur, c'est d'essayer d'aller, quand il va acheter du poisson, il le consomme chez le restaurateur, d'essayer de sortir des classiques, on va dire, et d'essayer de prendre quelque chose qu'il ne connaît pas forcément. Voilà, ça lui fera des nouvelles saveurs, et se dire, en fait, voilà, il n'y a pas que 5-6 espèces de poissons, il y en a plein. Et même moi, j'en ai découvert plein. J'ai fait un livre sur la pêche. Et du coup, c'est vrai j'ai découvert plein d'espèces. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait encore plein d'autres. Voilà, donc c'est essayer. Du coup, ça évite de mettre la pression sur 4, 5, 6 mêmes espèces. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a une pêche plus durable. Osez échanger, soyez curieux. Voilà, échanger, soyez curieux. Et surtout, quand moi j'ai plongé, je fais toujours de la plongée sous-marine. Et c'est vrai que quand je plonge, je vois plein d'espèces. Voilà, donc ça veut dire que l'océan est très riche. Voilà. Il y a de la ressource. Il y a de la ressource. Pascal Miglioré. Pour moi, ça serait tout d'abord la saisonnalité, premier mot. Secondo, on pourrait dire l'adaptation du consommateur au produit. Donc ça peut être autant le consommateur traditionnel comme le chef. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le produit évolue. C'est comme le vin au tout début, c'est un jus qui est brut et au fur et à mesure de son affinage en barrique, le vin change. Donc là, l'huître, c'est exactement pareil. D'ailleurs, l'huître, quand on voit notre façon de travailler, un viticulteur, ce qu'il fait, quand on fait un échange entre nous, nous avons des similitudes. Voilà. Après, la transmission aussi. Expliquer. Beaucoup expliqué. Voilà, il y a un travail pédagogique. Énormément. Merci. Simon Després pour le mot de la fin. Non, pour revenir, nous, on aurait aussi axé sur la communication. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire très attention quand on utilise le mot pêche, qui regroupe énormément de choses, et ne pas mélanger le travail qui est fait aujourd'hui par des petits artisans et la grande pêche industrielle. Et aujourd'hui, tout notre enjeu, c'est de réussir à communiquer auprès du consommateur cette différenciation et éviter les amalgames. Voilà. Et comme c'est un marché qui est très compliqué, on a tendance à vouloir le simplifier, parfois trop. Et donc, à un moment, on se retrouve avec un message qui est complètement biaisé et pour le coup, des pêcheurs qui se retrouvent plus du tout dans l'image de leur métier parce qu'ils sont amalgamés avec des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'eux font au quotidien. Voilà. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Une ou deux questions que l'on peut prendre? Une question. Bon, du coup, je reparle juste du poulpe parce que j'étais très curieuse sur cet animal. Et comme le thème, c'était aussi la tendance des chefs et la responsabilité aussi des chefs dans la mode.
Maintenant, il y a le festival pour manger le poulpe. Enfin, le poulpe est vraiment mis en avant. Et pourtant, c'est une réalité. Il est en voie de raréfaction. Et effectivement, il ne se reproduit pas en captivité. Et j'aimerais savoir s'il était possible, sur vos cartes, aussi d'informer le consommateur sur le fait qu'à chaque fois qu'il mange du poulpe, évidemment, il est sauvage. Et c'est important aussi qu'ils comprennent que c'est précieux. Voilà. Et je vous remercie. Une réponse, Claude? Moi, Non. sur ce que j'ai un peu regardé au niveau du poulpe, c'est un animal qui a des phases de reproduction. Alors, on pourrait, par exemple, donner une sorte de cycle. C'est que pendant 2 ans ou 3 ans, il va avoir une forte reproduction, et pendant 2 ans, ou voire encore 3 ans, ne pas faire de reproduction. C'est pour ça qu'au niveau de sa pêche, c'est clair qu'actuellement, on voit du poulpe, on pourrait dire à toutes les tables, hélas. Mais c'est un animal qui, au niveau de sa reproduction, a quand même un sacré potentiel. Après, au niveau de la pêche, sur ce que j'ai pu regarder, les fortes, enfin, au niveau de la pêche intensive se fait surtout sur les côtes africaines, où là, ils y vont gaiement. Encore, nous, sur la Méditerranée, on reste sur un côté traditionnel avec les amphores, les pots et tout ça. Nous, notamment sur Sète, qui voit un culte au poulpe. Et sur le port de Sète, on voit encore les pêcheurs le pêcher à l'amphore. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite à tous d'être des poulpes pour diffuser avec aux nombreux tentacules l'information au plus grand nombre. Nos ressources sont limitées. Il faut les traiter avec respect. Merci, messieurs. Merci, public.